Voilà, aujourd'hui on va regarder les cercles et droites, mais de façon différente de ce qu'on les regarde d'habitude. C'est ce qu'on va appeler la géométrie analagmatique. C'est un peu subversif dans le sens que on va voir des cercles et sous une forme où ils ne sont pas des cercles. Vous allez voir rapidement ce que je veux dire par là. C'est encore plus subversif que quand Magritte dit ceci n'est pas une pipe, parce qu'on va voir des droites ou des points et on va dire ça c'est des cercles. Voilà. Donc ça c'est quand même fort et très joli et très positif dans les mathématiques. Donc regardez, on va partir de ce qu'on sait sur ce que tout le monde sait sur les cercles, c'est-à-dire qu'il y a un centre oméga. On est dans le plan, on regarde les cercles du plan euclidien, et le plan R2, et on a un rayon, le rayon, on va le prendre strictement positif, d'accord, pour avoir un vrai cercle. On parlera de vrai cercle pour l'instant. Alors, l'équation, vous savez, c'est par Pythagore, x moins x oméga carré plus y moins y oméga carré égale R2. X oméga et y oméga, c'est les coordonnées d'oméga. Et on développe. Bon. Maintenant, on obtient une équation, comme ceci. Là, inversement, si on partait d'une équation qui a à peu près cette forme-là, donc avec des x2, y2, xy, alors bien sûr, on se doute qu'il faudrait avoir le même a ici en x2 et en y2, le même coefficient, donc je factorise. Et donc je me donne A, B, C et D dans R4. Est-ce que j'ai une équation de cercle? Et sinon, à quelles conditions j'ai une équation de cercle? Ça, c'est un truc classique, un problème inverse qu'on se pose classique en mathématiques. Alors, évidemment, d'abord, A doit être différent de 0, sinon on va tomber sur une droite, voire l'ensemble vide, voilà. Bon, maintenant, supposons que A est différent de 0, on voit, en regardant cette formule, que si je prends x oméga égale moins b sur a, y oméga égale moins c sur d, d'accord? Et du coup, d égale, donc d sur a, attention, d sur a égale à ceci, ce qui fait, en multipliant par a au carré des deux côtés, B2 plus C2 moins AD égale A2 R2, alors je vais avoir un rayon R, mais attention, là, on a dit que A est différent de 0, on veut que R soit différent de 0, donc ça va être strictement positif, donc il faut absolument, la condition, c'est que ça soit strictement positif, et à partir de ce moment-là, on aura bien un cercle de centre oméga, donné par ces coordonnées, et de rayon R. Maintenant, on peut se poser la question suivante. Si on se donne deux quadruplés de R4, d'accord, qui vérifient cette condition, donc pour l'instant, A différent de 0, et puis B2 plus C2 moins AD strictement positif, à quelles conditions cela donne le même cercle? Bon, alors ça c'est facile. Parce qu'il faut que B sur A, pour que ce soit le même cercle, il faut qu'il y ait le même centre et le même rayon, absolument. Donc B sur A doit être égal à B' sur A', C sur A à C' sur A', ça c'est parce qu'on a le même centre. Et maintenant, comme on a le même rayon, on divise ici par A2, d'accord? Et comme déjà on a l'égalité pour B et C, ça va nous donner D sur A égale D' sur A'. Donc il faut que ces deux triplés soient égaux. Et donc ça veut dire qu'au niveau des quadruplés, A', B', C', D', c'est égal à A' sur A fois A, B, C, D. Ça veut dire en gros que ces deux quadruplés sont juste proportionnels. Voilà. Voilà ce qu'on a démontré maintenant. Maintenant, on va regarder l'ensemble des cercles du plan, d'accord, du plan euclidien R2. Un cercle, on peut l'identifier, finalement, à un quadruplé
ici, qui vérifie les conditions, A différent de 0 et B2 plus C2 moins AD est strictement positif, mais ce quadruplé doit être pris à une constante proportionnelle près. C'est-à-dire que, finalement, c'est une... Bon, ce vecteur, il est non nul à partir du moment où c'est un cercle, puisque déjà A différent de 0, mais ici, ça va être une droite engendrée par ceci. D'accord? L'ensemble des quadruplés qui fonctionnent, qui correspondent au même cercle, c'est une droite. D'accord? Voilà. Une droite, bon, moins 0, évidemment. Alors, on va pouvoir identifier les cercles avec certaines droites de R4. Pas toutes, parce qu'il y a des conditions. La condition, ça va être quoi? On va dire B2 plus C2 moins AD strictement positif. Et puis, vous allez me dire A différent de 0. Mais A différent de 0, je vais la lâcher, cette condition. Parce que si A égale 0, je récupère, un peu par densité, si vous voulez, je vais récupérer les droites. Parce que si A égale 0, j'ai une équation de droite. Est-ce que c'est bien une équation de droite? Oui, parce que comme j'ai cette condition-là, A égale 0, ça va impliquer que B2 plus C2 est strictement positif, donc en particulier non nul, donc B et C ne sont pas simultanément nuls, ce qui fait qu'on a bien, d'accord, ici, une équation de droite. Donc, je vais inclure les droites. En fait, c'est ici, quand on pensera cercle, on pensera généralement droite ou cercle. Voilà, ça c'est peut-être un peu nouveau pour certains, mais cercle et droite vont être confondus, droite affine, hein, d'accord, et cercle du plan. Ça s'appelle aussi des cercles hein, de la droite projective P1 de C. Alors attention, quand je dis des droites ici de R4, je pense à des droites vectorielles, hein, bien sûr, parce que c'est il y a un vecteur directeur, c'est des droites vectorielles, c'est ça le vecteur directeur, et ici, quand je dis droite, c'est des droites affines, du plan affine euclidien. Voilà. Eh ben, voilà la grande bascule. Hein. C'est-à-dire de faire basculer le monde des cercles en mélangeant avec des droites, avec un autre monde ici, qui est un monde dans ce qu'on appelle P3 de R, mais bon, avec une condition évidemment qu'on verra, P3 de R, donc ça va être un espace projectif, mais tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des droites hein, vectorielles de R4. Alors on veut remplacer un objet géométrique, bon, qui est pratique quand même, parce qu'on fait des dessins, etc., mais par un objet plutôt algébrique, sur lequel on va faire plutôt des calculs que des dessins, d'accord, et qui va correspondre à l'équation de l'objet géométrique ici. Maintenant, on va continuer à transporter un certain nombre de choses, on va faire du déménagement en quelque sorte, hein. On va transporter des choses purement géométriques et on va les traduire en termes de géométrie, mais d'une géométrie vectorielle. Voilà. Alors, je peux pas m'empêcher d'annoncer tout de suite la belle nouvelle, c'est-à-dire cette correspondance qu'il va y avoir entre deux mondes, et c'est ça finalement l'idée derrière la géométrie analagmatique. Vous avez ici le monde géométrique hein, sur la colonne de gauche et un monde algébrique. Bon, c'est caricatural, mais c'est un peu ça hein, dans la colonne de droite. Là, on va avoir des histoires de cercles, des choses qu'on voit avec les yeux. Là, on va avoir des histoires qu'on peut comprendre, calculer, etc. Pas forcément voir avec les yeux parce qu'on est dans R4, encore qu'on va faire un effort pour voir dans R4 tout à l'heure. Le monde finalement des cercles qui, il faut bien reconnaître, tourner en rond, va se retrouver là maintenant dans un espace, on va dire, libre et déconfiné, qui est l'espace vectoriel R4, quoi. Donc voilà, quoi, les choses où il y a des droites, où ça part, voilà. Donc là, c'est quand même assez agréable, sauf que le prix à payer pour vivre dans ce monde-là, évidemment, c'est une forme quadratique.
Et un deuxième prix à payer, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans R4, on regarde les droites vectorielles de R4, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'espace projectif P3 de R. Voilà. Allons-y donc pour la correspondance. D'abord, vous avez ici, alors on va prendre C, un cercle, donc qui a cette équation. D'accord? Maintenant, on va lui faire correspondre A, B, C, D, c'est-à-dire un vecteur U. Mais attention, ce vecteur U, il n'existe pas en soi, il existe simplement à un scalaire près, multiplicatif près. C'est pour ça que je parle de droite. Donc en fait, je devrais mettre un R ici, d'accord? R fois ça, et R fois ça, d'accord? Si ABCD est le vecteur non nul, R. Bon. Maintenant, C est un cercle de rayon R, strictement positif. C'est ça qu'on voulait au départ. Eh bien, ça va correspondre, on a dit, à la forme quadratique ici, donc Q de U c'est ABCD, donc c'est B2 plus C2 moins AD, eh bien, Q de U doit être strictement positif. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais puisque U, il est pris à scalaire près, ben oui, mais si on remplace ABCD par lambda A, lambda B, lambda C, lambda D, eh ben, on aura QU qui va être remplacé par lambda 2, par homogénéité, QU. Donc, ça reste strictement positif. Voilà. Donc, maintenant, on va élargir un petit peu notre idée du cercle. On l'a déjà élargi en tant que droite, en prenant A égale 0. Donc, quand je dis cercle de rayon R, il y a aussi A différent de 0 ici, mais si on prend une droite, on aura A égale 0, donc ce ne sera pas tout à fait, on ne pourra pas parler vraiment de rayon R. Maintenant, on va avoir les cercles qui dégénèrent en un point, d'accord? Donc un cercle, on peut imaginer dégénérer en un point qui est son centre, et là, dans ce cas-là, on voit qu'on a Q de U égale 0. C'est ce qu'on appelle les vecteurs isotropes pour l'espace R4 muni de la forme quadratique Q. Et après, si Q de U est strictement négatif, on va dire c'est des cercles imaginaires. Alors imaginaires, oui, parce qu'on les imagine, mais imaginaires aussi parce qu'on peut imaginer qu'il y a des solutions dans C. Voilà. Donc les droites, on a dit, c'est quand A est égal à 0. Et maintenant, on continue. Là, maintenant, ça devient intéressant, c'est-à-dire que Q, ici, va posséder une forme polaire, d'accord? Donc, B, B', plus C, moins 1 demi de A'D plus AD', c'est une forme polaire de Q, classique, que je vais appeler phi. Et maintenant, C inter C' est différent de l'ensemble vide, donc vous prenez deux cercles, et à quelles conditions ils ont une intersection? En fait, si on a une inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà. C'est-à-dire si phi de U' au carré est inférieur à Q de Q de U'. Ça, c'est Cauchy-Schwarz. Alors attention, Cauchy-Schwarz n'est pas acquis, parce que on a une forme quadratique, d'accord, qui est de signature, si vous calculez la signature, c'est très facile de voir qu'ici vous allez avoir donc 1, ça fait 2 positifs, et AD qui se décompose en disons 4AD, ça va se décomposer en du A plus D au carré moins A moins D au carré, c'est la méthode de Gauss, donc ça va donner un positif et un négatif, donc au final, la signature de Q, d'accord, la signature de Q, puisqu'on est sur R, autant utiliser Sylvester, c'est 3,1. Ce qui veut dire que Cauchy-Schwarz n'est pas du tout assuré. Parce que Cauchy-Schwarz, c'est quand on est en défini positif, ou à la limite en défini négatif. Donc, voilà, on a cette condition ici. D'accord ? Maintenant, quand ils s'intersectent,
ben, il va y avoir un angle d'intersection. C'est-à-dire que vous prenez un point ici, d'intersection, il y en a deux, mais en fait ça va revenir au même, par symétrie en fait, hein. Vous avez une symétrie. Ici, vous allez regarder là la tangente au cercle qui est orthogonale à ce rayon-là, et la tangente à ce cercle-là qui est orthogonale à ce rayon-là, et ces deux tangentes vont faire un angle ici, θ. L'angle d'intersection, je vais appeler θ, c'est l'arc cosinus de phi de u' sur racine de q de u, q de u'. Q de u' hein, sont forcément positifs, hein, d'accord? Donc j'ai le droit de prendre la racine, puisque j'ai pris des vrais cercles. Voilà. Et ça va être l'angle d'intersection. Ce qui va faire, bon, les cercles tangents, c'est quand on a l'égalité dans Cauchy-Schwarz. Alors attention, hein, on avait égalité dans Cauchy-Schwarz si U' était proportionnel à U dans un monde euclidien, mais là on n'est pas dans un monde euclidien. Hein, on a une forme hein, de signature 3-1. Je vous rappelle que ça s'appelle en physique la forme de Lorentz. Hein, donc x2 plus y2 plus z2 moins t2. Hein, c'est la forme de Lorentz. Donc on est finalement la géométrie ici des cercles hein, est droite. Ça va revenir à l'étude de l'espace quadratique de Lorentz. Hein, voilà. Alors donc, les cercles tangents, je disais, c'est l'égalité dans Cauchy-Schwarz, et les cercles orthogonaux, c'est quand phi deux cercles vont être orthogonaux, c'est-à-dire que là, ils vont se couper orthogonalement, θ égale plus ou moins pi sur 2, si phi de u' égale 0. Voilà, donc ça, faudrait le montrer quand même, hein. On va montrer tout ça. Alors, donc allons-y pour l'épreuve. On a deux cercles, C et C'. Le premier cercle de centre oméga de rayon R, l'autre de centre oméga' de rayon R'. Ils s'intersectent en deux points, dont un que je vais appeler M. Voilà. Voilà, je veux montrer qu'ils s'intersectent si et seulement si cette quantité est comprise entre moins 1 et 1. Voilà. Alors, regardez, hein, imaginons qu'ils s'intersectent, d'accord? Alors, forcément, d'après l'inégalité triangulaire, oméga prime est inférieur à oméga m plus m oméga prime, donc à r plus r prime, et supérieur à r moins r prime en valeur absolue. D'accord? Donc maintenant, j'élève ça au carré. Bon, quand vous élevez ça au carré, vous allez avoir R2, R'2, R2, R'2, et donc vous passez R2 plus R'2 ici, de ce côté-là, et vous divisez par RR', et vous avez une quantité qui est entre moins 2 et 2. Donc si vous divisez par 2 RR', vous avez une quantité qui, en valeur absolue, est inférieure à 1. D'accord? Donc maintenant, ce que je dis, c'est que s'ils s'intersectent, alors on va avoir ceci, donc cela, et réciproquement, si on n'a pas ça, alors ils ne s'intersectent pas. Voilà. Donc en fait, hein, je vais montrer maintenant que cette quantité-là est égale en valeur absolue à cette quantité en valeur absolue. Voilà. Donc, ce qui me prouvera que quand on a deux cercles qui s'intersectent, on est dans la situation de Cauchy-Schwarz. Hein, c'est-à-dire que phi de u' au carré est inférieur à q de u' à cause de ça. Alors, maintenant, montrons cette égalité qu'on va avoir ici. Hein, d'accord? Bon, c'est juste de la petite manipulation. Hein. Si on regarde oméga prime carré, d'accord? Alors, oméga, vous vous rappelez que si C correspond à A, B, C, D, et C' à A', B', C', D', d'accord? Alors, oméga a pour coordonnées moins B sur A, moins C sur A, oméga prime pareil avec des primes, et donc c'est facile de calculer oméga prime carré. Et il y a des dénominateurs, mais si on multiplie par A2, A'2, eh ben, vous vous convainquez tout de suite que vous allez obtenir AB' moins A'B carré plus AC' moins A'C carré.
Maintenant, je vous rappelle que tout à l'heure, on a montré que A2 R2 était égal à B2 plus C2 moins AD. Ça venait du fait qu'on comparait l'équation de forme normale avec ABCD du cercle avec l'équation construite avec le centre et les rayons. Donc ça nous donnait par identification ceci. Pareil avec des primes. Donc maintenant, quand je vais calculer A2, A'2, R2 plus R'2 moins oméga, oméga'2, grâce à cette formule-là pour lui, cette formule-là pour lui et cette formule-là pour lui, bon, bah, vous pouvez faire confiance, mais bon, c'est pas compliqué, hein, on fait juste une somme ici et des différences, et en multipliant, oui, par A'2, ici par A2, et on va tomber sur AA', facteur de 2BB' plus 2CC' moins A'D moins AD'. D'accord? Donc, ça veut dire, ici, d'accord, ça, je vous rappelle que c'est la forme quadratique. Hein, d'accord? Ça, c'est Q de U. Ici, vous reconnaissez deux fois la forme polaire de cette forme quadratique. Donc maintenant, j'ai AA' fois 2 fois phi de UU'. Là, maintenant, je divise par 2 valeur absolue de A, R, valeur absolue de A', R'. Et à droite, bah, qu'est-ce que c'est que bah, je divise par 2. Valeur absolue de A fois R, bah, c'est la racine carrée de ça. Donc je vous rappelle que c'est positif, hein, parce qu'on a pris des vrais cercles. Donc c'est racine carrée de Q de U, et la racine carrée de Q de U'. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à simplifier par AA' et prendre la valeur absolue, ce sera plus simple. Et ici, en prenant la valeur absolue, je trouve exactement ce que je voulais. D'accord? Maintenant, j'obtiens un... Bon, vous voyez, alors, on va dire que... oui, Daniel Perrin, il dit la chose suivante. Hein, les théorèmes profonds en géométrie, c'est des égalités entre invariants. D'accord? Et là, on va avoir des égalités entre invariants géométriques qui sont de nature différente. Donc, on voit qu'on tombe sur une équation précieuse, ici. Hein. Ici, on va avoir cet objet-là, et celui-ci est égal à celui-ci. D'accord? Celui-ci, il vient, hein, d'accord, d'une géométrie de Lorentz. C'est un invariant, hein, pour une géométrie dans un espace de Lorentz. Et ici, bah, dans le monde des cercles. Voilà. Mais géométriquement, lui, il a une raison d'être. Alors pour finir, maintenant, il faut montrer cette formule-là. En fait, vous remarquerez, bon, dans les explications, hein, θ, c'est l'angle entre deux droites. D'accord, les deux tangentes au cercle C et C' respectifs au point d'intersection M. Donc, ça veut dire que θ, il est défini au signe près et modulo pi. Hein, donc, c'est un peu normal qu'ici, on préfère mettre ici des valeurs absolues, hein, pour les égalités. Hein. Mais regardez, hein, on va dégainer le théorème d'Al-Kashi, puisque ici on a un triangle oméga M, oméga prime, avec un angle ici alpha, étant donné que ici on a une tangente au cercle C' en M, c'est orthogonal au rayon. Ici, pareil pour le cercle C, c'est orthogonal au rayon. Donc ça veut dire que θ plus alpha, ça fait pi. D'accord ? Donc maintenant, ça veut dire qu'ils vont avoir des cosinus égaux. Hein, et dans le théorème d'Al-Kashi, hein, on va avoir oméga prime carré, c'est égal à oméga m carré plus oméga prime m carré, plus 2 cosinus alpha, mais c'est pareil que cosinus θ, oméga m prime. Voilà. Mais ici, oméga m c'est R2 au carré, oméga prime m carré c'est R'2.
D'accord? Donc ici, on voit bien que en valeur absolue, parce que, bon, j'ai décidé que θ c'était un angle entre deux droites. Donc revenons maintenant sur cette formule-là. Je dis, elle met en relation des invariants, et c'est ce qui en fait la force, la profondeur. D'abord, ce sont des invariants qui ne sont pas a priori de même nature. Là, on est dans un certain monde, dans R4, muni d'une forme quadratique, et là, on est dans le monde des cercles et droites du plan. Maintenant, invariant, ça veut dire quoi? Invariant, ça veut dire invariant pour l'action d'un groupe, en fait. D'accord? Comme le rang pour l'action de Steinitz, les valeurs propres pour l'action par conjugaison des matrices. Donc il y a toute une liste finalement d'invariants, et on s'habitue à regarder la géométrie par ces invariants avec des formules géométriques importantes qui sont des relations entre les invariants. Maintenant, de quel groupe on est en train de parler? Dans le monde ici de l'espace de Lorentz, évidemment, ça va être le groupe O de Q. D'accord? Donc le groupe orthogonal pour la forme quadratique, qui est en fait, moralement, O de 3,1, parce que Q est de signature 3,1. Donc pour ceux qui ont la chance de connaître ce groupe-là, qui est le groupe de Lorentz. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il va y avoir comme groupe qui va agir directement sur les cercles, vraiment directement sur les cercles, pas sur les cercles à travers des cercles vus abstraitement comme des droites dans R4, eh bien, ça va être le groupe des homographies, PGL2 de C ou PSL2 de C, si vous voulez, c'est exactement pareil. Maintenant, oui, on comprend. Si c'est le groupe des homographies, ça on n'a rien prouvé encore, mais c'est juste de l'annonce. Si c'est le groupe des homographies, alors on comprend mieux que θ soit un invariant. Parce que les homographies, ce sont des transformations conformes. C'est-à-dire, elles respectent les angles d'intersection. Ou si vous préférez, localement, d'accord, elles transforment, ou alors si vous préférez, localement, elles se comportent comme des similitudes. C'est des cas particuliers, en fait, c'est ça ce qu'on appelle une application holomorphe, c'est que localement, c'est une similitude, on multiplie par un certain complexe. D'accord? Z est transformé en AZ localement. Donc, au niveau des tangentes, l'angle que vont faire deux courbes, en fait, leurs tangentes, quand elles s'intersectent, ça va être un invariant pour une application holomorphe, en particulier pour une transformation homographique. Et donc, c'est pas étonnant qu'on rencontre l'angle θ comme invariant au milieu de ces jolies formules. Voilà l'histoire. Maintenant, on a à peu près compris ce qui se passait dans le tableau. Maintenant, il faut peut-être aller un petit peu plus loin. On a envie de voir ce qui se passe dans R4. Et là, c'est difficile de voir dans R4. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Alors, si on doit résumer ce qu'on a fait jusqu'à présent, sur les cercles et droites, on a pris un cercle du plan, on lui a associé son équation, d'accord, dans le plan, dans les coordonnées du plan dans une base orthonormée, et on en a déduit un élément de R4, A, B, C, D, mais défini de façon unique, à scalaire près, évidemment, parce que c'est une équation. Et cet élément, finalement, il engendre une droite de R4, et c'est cette droite à laquelle on associe le cercle. Pour que ce soit un vrai cercle, alors il faut que B2 plus C2 moins AD soit strictement positif et A différent de 0. Mais quand on prend A égale 0, on a une droite, donc on garde la droite. Ça fait que on se retrouve à étudier les droites de l'espace de dimension 4, munies d'une forme quadratique.
Et ça va être intéressant. On a aussi vu que la forme polaire de cette forme quadratique était liée à des relations qu'il peut y avoir entre deux cercles. D'accord ? Voilà. Et deux cercles qui soit s'intersectent, soit sont tangents, soit ne s'intersectent pas. Voilà. Et ça, la forme polaire le voit. Là, maintenant, j'avais dit à un moment, on va essayer de voir dans R4. Comment voir dans R4 ? On n'a pas la 4D, malheureusement, donc on va faire avec. Je vais d'abord écrire, alors je remplace la forme quadratique par 4 fois la forme quadratique pour pas avoir de fraction, d'accord, ça va rien changer aux conditions. Et là, si je pose 2b égale x, 2c égale y, a moins d égale grand Z et a plus d égale t, eh ben, je tombe sur x2 plus y2, hein, donc ça c'est clair. Et puis là, avec la fameuse formule que 4ad, c'est a plus d au carré moins 1 moins d au carré, on tombe sur z2 moins t2. Voilà. Alors, ça va faire que on va avoir envie de poser t grand T égale 1 pour y voir plus clair. Pourquoi ? Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Imaginez, vous êtes en dimension 3 et vous voulez vous ramener à la dimension 2. Ben, ce que je dis, c'est qu'on peut voir des cônes. Regardez, vous êtes en dimension 3, vous avez un cône. Et ben, un cône, vous le sectionnez par le plan, donc il passe par 0, là, ici, hein, d'accord ? Vous le sectionnez par le plan Z égale 1. Voilà, vous allez avoir un objet ici. D'accord ? Bon, ici, ça a l'air d'être un cercle, parce que j'ai pris le cône d'Apollonius. Et en fait, vous arrivez à reconstituer, à comprendre tout le cône, rien qu'à partir de cette section, puisque c'est un cône. D'accord ? Vous vous doutez que après, ça va juste diminuer jusqu'à devenir 0, puis après, ça va s'inverser. Bon. Alors, donc, vous êtes dans R3, vous voulez observer quoi ? Qu'est-ce qu'on va observer ? On va vouloir observer des cônes, c'est-à-dire des fonctions homogènes égales à 0, l'ensemble des solutions d'une équation homogène qui est égale à 0, ça c'est, par homogénéité, ça c'est un cône, hein, si x, y, z, t est dedans, alors lambda x, lambda y, lambda z, lambda t est aussi dedans, donc ça s'appelle un cône, l'ensemble des solutions de cette équation. On va vouloir voir des droites. Bah oui, mais des droites vectorielles. Si on regarde une droite vectorielle, c'est encore un objet homogène. Hein, on peut le voir comme un cône aussi. Donc c'est un objet homogène. Une droite vectorielle va devenir un point affine quand on coupe par z égale 1. Et un plan vectoriel, que j'ai dessiné en rouge, ça va devenir une droite affine. D'accord ? Donc, voir dans l'espace dans R3, on peut voir dans R3 à partir de R2, juste en coupant par z égale 1. Mais, d'accord, donc droite, ça va devenir des points, faut s'habituer à ce dictionnaire. Plan vectoriel devient une droite affine, attention, on passe du vectoriel à l'affine. Un cône, ça va devenir un objet qu'on peut ensuite reconstituer, c'est pour ça que j'ai mis des flèches dans l'autre sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Parce que quand même, il y a des choses qu'on ne va pas voir. Les cônes qu'on ne va pas voir, ce sont les cônes qui sont restés dans z égale 0, d'accord ? Alors ceux-là, ils n'ont pas pu décoller, d'accord ? Et donc du coup, ils ne peuvent pas couper z égale 1, et on verra rien du tout. Donc, on ne voit pas ce qui se passe en z égale 0. Voilà, donc ça s'appelle un regard local, c'est-à-dire qu'on a enlevé un fermé, z égale 0, on a viré ce fermé, et quand on a viré un fermé, il nous reste un ouvert. Et un ouvert, ça s'appelle travailler sur un ouvert, c'est travailler localement. Mais attention, on est en géométrie algébrique, c'est-à-dire que le local, c'est quand même pas du local au rabais, quoi. Hein, c'est un fermé en algèbre, c'est maigre. D'accord ? Ça ne contient pas d'ouvert. Vous voyez, ce plan z égale 0, il est maigre, il ne contient aucun ouvert. Donc quand on dit local, bon,
c'est presque comme si on était dans un film et si on s'est endormi pendant une petite scène et après on se réveille et on arrive à reconstituer quand même à peu près tout le film, sauf la scène évidemment dans ses détails, mais on arrive à tout reconstituer quand même. Voilà. Donc en bref, on prend une coordonnée, on pose cette coordonnée égale à 1, d'accord, et tout ce qui est conique, en particulier les droites, les plans vectoriels et évidemment les cônes, bah on arrive à voir tout. Est-ce vraiment tout? Non, mais vraiment presque tout. C'est du local, mais du local algébrique, donc du local qui a quand même un certain poids. Voilà, alors ça c'était une petite parenthèse. Tout ça pour dire que ce qui m'intéresse, c'est la coordonnée t, parce qu'elle porte le signe moins là. Et donc j'ai envie de poser grand T égale 1, c'est-à-dire A plus D égale 1, d'accord, pour pouvoir voir R4, d'accord, mais cette fois-ci dans R3, parce que mes yeux ils voient R3, j'ai la 3D, voilà. Donc ici, je pose T égale 1, donc tac, je coupe mon cône ici par T égale 1, et j'ai X2 plus Y2 plus Z2 égale 1. Mais ça, je connais bien, c'est une sphère, d'accord. Donc je dessine ma sphère, et maintenant, je vais essayer de faire ma traduction de droite et cercle ici, le tableau qu'on avait fait tout à l'heure, donc à la première vidéo, en termes d'éléments de R4 que je vois dans R3. Je les pense quand même dans R4, hein, dans ma tête, c'est toujours dans R4, hein, mais mes yeux vont les voir dans R3. Alors d'abord, il y a les vrais cercles. Qu'est-ce que c'est les vrais cercles? On a dit, c'est quand on a B2 plus C2 moins AD strictement positif. Et on a dit que, donc ça veut dire que quand on va se ramener là, donc le strictement positif, bah, ça va devenir plus grand que 1. Donc on avait dit ici les cercles deviennent des droites, mais les droites, comme maintenant on a coupé par t égale 1, c'est un point. D'accord? Une droite devient un point. Donc voilà un vrai cercle. Qu'est-ce que c'est un vrai cercle? Cercle ou droite, hein, parce que ici je prends un vrai cercle ou droite, et ben c'est un point qui est à l'extérieur de la sphère. D'accord? Bon. Ensuite, il y a les cercles points. Alors les cercles points, eh ben on a vu que c'est quand le cercle dégénère en juste un point, eh ben c'est quand on a B2 plus C2 moins AD égale 0. C'est ça qui va impliquer que le rayon va être nul. Bon, et donc on tombe sur un cercle point. Bah, donc ici, c'est juste la sphère. D'accord? Alors, il y a des points particuliers. Si on doit regarder, si x égale 0 et y égale 0, ça fait B et C sont nuls. Donc vous voyez que B sur A et C sur A, si A est non nul, hein, sont nuls aussi. Et ça, c'était, au signe près, le centre du cercle. Donc, quand on va écrire x égale 0 et y égale 0, c'est-à-dire l'axe des Z, d'accord? Donc l'axe des Z, ça va être les cercles de centre O. On regarde maintenant les cercles, ce qu'on appelait les cercles imaginaires. Les cercles imaginaires, c'est pas des vrais cercles, parce que leur rayon au carré, il est négatif. Donc c'est quand la forme ici est négative, c'est l'intérieur. D'accord? Donc ici, c'est les vrais cercles. Et quand on regarde à l'intérieur, c'est les cercles imaginaires. Et là, sur la surface, ici, c'est les cercles points. C'est-à-dire juste les points. Voilà. Les droites. Qu'est-ce que c'est que les droites? Ben, les droites, hein, ce qu'on appelait les droites de C, hein, qui sont les droites affines hein, de C. Je devrais toujours préciser affine ou pas affine. Hein. Les droites de C, ben, c'est quand petit a égale 0. Donc si a égale 0, ça fait t égale d. Donc d est égal à 1, puisque t est égal à 1. D'accord? Et donc ça veut dire que z est égal à moins d, donc moins 1. Donc ça veut dire que c'est le plan z égale moins 1. Voilà. Donc ici, ce que j'ai dessiné en bleu, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est le plan z égale moins 1, c'est ce plan-là, qui est tangent à la sphère, d'accord, au pôle sud de la sphère, ici, et ça, tous les points ici,
tous les points que je vais dessiner ici, ce seront des droites. D'accord? Alors attention, une droite ici devenait une droite dans R4, qui devient un point dans R3. Voilà. Donc ce sont toutes les droites, mais ici, vous allez avoir un point. Alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est quand finalement x2 plus y2, ce point-là, x2 plus y2 plus z2, mais z2 ça fait 1. Donc ça fait dire que x2 plus y2 égale 0. D'accord? Donc ça veut dire que x égale 0, y égale 0, donc ça veut dire b égale 0, c égale 0. Donc là, c'est si on peut voir ça comme un point, c'est pas un point, d'accord? Vous êtes sur les droites, donc ça veut dire que vous avez a égale 0, b égale 0, c égale 0, et pourtant d qui est égal à 1, hein, donc 1 égale 0, ça c'est pas possible. Mais parmi les points, donc lui c'est un point en fait interdit, mais parmi les points, on peut le voir, si on regarde par continuité, comme le point infini. Cette droite-là, on a dit que ça représentait les cercles de centre haut. Bon, les vrais cercles de centre haut sont bien sûr à l'extérieur. D'accord? Donc, regardons les cercles de rayon quoi. Hein? Eh bien, ici, vous avez, on avait dit que A2, R2, c'était B2 plus C2 moins AD. Mais comme les cercles sont de centre haut, d'accord, B et C sont nuls, donc voilà, hein, X et Y sont nuls, c'est ce qu'on avait dit, donc il reste que moins AD, d'accord, ce qui va faire que R2 est égal, de cette équation A moins D égale Z, A plus D égale Z, on tire A et D en fonction de Z, et comme T est égal à 1, on en tire facilement que c'est Z moins 1 sur Z plus 1. D'accord? Ce qui veut dire que quand on est sur cette droite, Z égale 1 correspond au rayon nul, donc comme le cercle est de centre 0 et de rayon nul, c'est le point 0. Et ici, si on doit voir ce point dont on a dit qu'il était interdit comme un certain point, ça va être le point infini, parce que en z égale moins 1, le rayon, il vaut l'infini, hein, si on se permet d'en parler et de faire une complétion. En fait, vous voyez, cette sphère, qu'est-ce que c'est? Tous les points qui ne sont pas au pôle sud, c'est finalement les points du plan complexe, puisque ce sont des cercles-points en puissance. Hein. Et quand on ajoute l'infini, on compactifie en quelque sorte le plan complexe en une sphère. Et ça, c'est le plan complexe complété, hein, qu'on appelle C chapeau, c'est-à-dire C union l'infini, qui est ce qu'on appelle la sphère de Riemann. Hein. Voilà donc un certain nombre de choses. Alors maintenant, on peut se convaincre que si on remplace le point O par n'importe quel point, vous prenez un point oméga, d'accord, qui est voilà. Et maintenant, vous regardez les cercles de centre oméga. Donc, si vous voulez, les cercles de centre oméga, ça va faire ce qu'on appelle un faisceau de cercles concentriques. Hein, donc, c'est des cercles concentriques de plus en plus grands. Et ça va se voir ici. Donc, vous allez avoir oméga qui va être un point du plan complexe. Vous allez le voir, vous le reportez ici sur la sphère avec les coordonnées, hein, puisque vous avez les coordonnées du centre en fonction x et y en fonction des coordonnées du centre. Vous avez tout ce qu'il faut pour dessiner votre oméga ici. Et les cercles concentriques, ils deviennent de plus en plus grands, donc à un moment, ça va devenir ce point-là. Et en fait, la droite qu'on voit dans R3, composée des cercles de centre oméga, ça va être évidemment cette droite-là,
qui passe par l'infini est ici. Vous pouvez vous en convaincre assez facilement. Donc voilà, afin de travailler sur les cercles et droites, mais de travailler autrement, avec d'autres outils, on est en train de tout traduire dans R4, que l'on voit dans R3. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans R3 ? Eh ben, on voit des vrais cercles, c'est des points. On voit des points, les cercles points, qui sont aussi les points qu'on peut aussi considérer comme des points de C. On voit la complétion de C en une sphère, ici, et c'est cette sphère. On voit les droites, ici. On voit nos premiers faisceaux de cercles, qui sont des cercles concentriques, qui ont un centre fixé, et on les voit comme des droites passant par ce point à l'infini. Voilà. Alors maintenant, on peut se dire, oui, on a fait une traduction, mais pourquoi on a fait ça ? Alors, on a fait ça, c'est toujours bien de faire des correspondances. Par exemple, ici, quel est le groupe qui va agir sur R4 ? Eh ben, on l'a dit, c'est le groupe de Lorentz, parce que il faut respecter cette sphère, en quelque sorte, il faut respecter le cône, en fait, qui est ici, le cône là, d'accord, si on veut, et on va avoir ce groupe orthogonal de Q qui est isomorphe à O3,1. Et maintenant, vous savez que la géométrie, ça se fait avec des transformations, c'est-à-dire qu'on prend un problème géométrique et grâce à des groupes, on le transforme en un autre problème géométrique qui est beaucoup plus simple. Par exemple, on a un faisceau de cercle, ce qu'on va appeler un faisceau de cercle, on peut le transformer en un faisceau de cercle concentrique. Donc un faisceau de cercle, on verra ce que c'est tout à l'heure, et on verra que c'est juste une droite, d'accord ? Ici, une droite affine dans notre espace R3, là. Et vous voyez que il nous faut un groupe de transformation qui conserve certains invariants et qui va nous transformer, par exemple, cette droite en une droite qui est beaucoup plus familière, qui est la droite des cercles qui ont pour centre 0, par exemple. Maintenant, comment ? Grâce à un groupe, et qui va être le groupe O3,1. Est-ce qu'on a des théorèmes qui nous permettent d'envoyer une droite sur une autre droite grâce à un groupe, ou un plan ? Parce qu'en fait, ce sont des plans, un plan sur un autre plan. Oui, c'est des théorèmes de Witt qui nous permettent de faire ça. Donc, voilà l'intérêt des choses, de trouver des transformations via des correspondances. Voilà. Alors là maintenant, on a vu certaines choses dans cette représentation-là des cercles et droites du plan complexe. On a vu que les vrais cercles, c'était l'extérieur de cette sphère. Sur la sphère, c'est les cercles points. Avec juste ce point-là, le pôle sud, c'est l'infini. Et puis à l'intérieur, c'est des cercles imaginaires. On a vu que ce plan z égale -1, c'était justement les points de ce plan, c'était les droites. Voilà. Et puis on a commencé à avoir certaines droites de cet espace, et ça correspondait, on a regardé juste les droites qui passaient par l'infini, et ça correspondait à des faisceaux de cercles concentriques. Donc un ensemble de cercles concentriques passant par un point, forcément le point correspondant sur la sphère. Alors maintenant, on va aller plus loin, on va déjà regarder toutes les droites possibles. Alors vous voyez bien que comme la sphère joue un rôle très important dans cette histoire, il est important de regarder la position de la droite par rapport à la sphère. Et en fait, vous avez trois positions possibles. Soit la droite, elle touche pas la sphère, soit la droite est tangente à la sphère, soit la droite coupe la sphère en 2 points. Donc bref, on a 3 positions possibles. Ce qu'on va voir, c'est que ça va correspondre. Alors, regardez, ici, je prends 2 points, ça correspond à 2 cercles. Ici, je vais prendre 2 points aussi, même si c'est tangent. Je suis pas obligé de prendre le point de tangence. Et ici aussi, je prends 2 points. Je suis pas obligé de prendre ces 2 points-là. Voilà. Et ça correspond à chaque fois à 2 cercles. Alors, à quoi correspond d'abord le plan engendré par ces 2 droites symbolisées par des points? Eh bien, étant donné que les vecteurs de R4
sont juste les équations des cercles, d'accord, correspondants, eh ben, regarder un plan dans R4, ça revient à regarder les combinaisons linéaires des équations. Or, l'équation, finalement, si on a un cercle de centre oméga et de rayon R, l'équation c'est oméga m carré égale R carré. Et pour l'autre cercle, oui, on va l'appeler U', donc on a un point U ici, un point U', voilà. Donc l'autre cercle, c'est oméga prime m carré moins R' carré égale 0. Donc, quand on fait une combinaison linéaire des deux équations, on fait quelque chose comme ceci. Lambda fois cette expression, plus lambda prime fois cette expression, égale 0. Et pour lambda égale 1, lambda prime égale 0, on va avoir le premier cercle, on va aussi avoir le second cercle U', et puis aussi, vous remarquerez qu'on a toujours une droite. Si on pose lambda égale 1 ici, et lambda prime égale moins 1, ici, il va y avoir les termes carrés qui vont s'éliminer, et on va avoir une droite. Ça correspond à quoi ici dans l'espace? Ça correspond au fait que ces droites-là qu'on construit, eh ben, elles vont forcément couper le plan Z égale moins 1, dont on avait dit que c'était le plan des droites. Alors couper forcément, oui, parce qu'on est en projectif, et ça coupe forcément, quitte à couper à l'infini. Bon, alors maintenant, regardons ce qui se passe avec la signature. En fait, quand on a un espace avec une forme quadratique, et on va prendre un plan, donc un sous-espace, d'accord, la forme quadratique va se restreindre forcément à ce sous-espace, et va avoir une signature. On est sur R, on a le théorème de Sylvester. Donc, regardons les signatures possibles pour le plan. Donc, ces deux cercles, finalement, pour nous, ça représente, ils engendrent un plan, qu'on appelle un faisceau de cercle, et on veut classifier les faisceaux de cercle, en fait, on va les classifier comme ceci, et on va les classifier grâce à Sylvester. D'accord? Alors, allons-y. On se pose la question, puisque la signature de notre forme quadratique est 3, 1, quelle est la signature de Q restreinte à P? Alors, la signature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dimension maximale d'un sous-espace tel que Q sur ce sous-espace est défini positif, c'est 3, et défini négatif, c'est 1. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la signature de Q sur P, bah, ça va être forcément, ça va être 2, parce que ça peut pas être 3, parce que là, P c'est un plan, donc ici 2 au maximum, et là, dans ce cas-là, évidemment, 0 pour ce qui est de la partie négative. Ça veut dire que la forme normale, ici, de Q sur P, est la forme x2 plus y2. Des droites isotropes, bah, il n'y en a pas, puisque c'est défini positif. Et le Cauchy-Schwarz, bah, il est toujours strictement inférieur à 1. C'est ce qui se passe quand on est en défini positif. En signature 1,1, bah, ça c'est possible. On prend un sous-espace sur lequel Q est défini une droite, sur laquelle Q est définie négative, une droite sur laquelle Q est définie positive, on fait la somme directe, et on va avoir quelque chose forcément de signature 1,1. Et ici, donc la forme normale, ce sera, d'après Sylvester, x2 moins y2. Maintenant, vous voyez que quand vous posez ça égale 0, bah, vous factorisez, x moins y facteur de x plus y égale 0. Donc vous avez deux droites isotropes, x moins y égale 0, x plus y égale 0. Donc vous avez deux droites isotropes. Donc ici, vous êtes sur un plan hyperbolique, et sur un plan hyperbolique, un Cauchy-Schwarz est strictement supérieur à 1. Ici, on a un anti-Cauchy-Schwarz, si vous voulez. C'est strictement supérieur à 1. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans la première vidéo, dans le tableau. Mais, vous pouvez avoir aussi, donc il nous faut 3 cas, puisqu'on voit bien qu'on a 3 cas. Il y a le cas où on a une droite isotrope, d'accord? Et on regarde son orthogonale, et on va prendre dans son orthogonale, donc comme c'est une droite, que ici la forme Q est non dégénérée, bah, son orthogonale va être de dimension 3, mais va contenir la droite puisqu'elle est isotrope. Mais vous pouvez toujours trouver un élément positif, un élément tel que sur lequel Q est positif, et on va avoir, attention, c'est un plan, mais un plan dégénéré,
et de signature 1, 0 avec un noyau. Hein. Voilà. Et donc la forme normale, c'est x2. Bah, des droites isotropes, il va y avoir, on vérifie qu'il va y avoir que ce vecteur-là, donc c'est une double. Et le Cauchy-Schwarz, on voit qu'il est égal à 1. Ici, c'est un petit peu normal, parce que, si vous voulez, comment dire, c'est l'égalité dans Cauchy-Schwarz, c'est vérifié, on sait, si et seulement si, quand on est en défini positif, ou même en hyperbolique, c'est uniquement si U et V sont proportionnels. Mais là, il faut regarder proportionnel modulo le noyau. Et modulo le noyau, tous les vecteurs sont proportionnels. Donc on a un Cauchy-Schwarz. Alors ici, je vais prendre, faut faire attention parce qu'il y a des vecteurs isotropes. Hein. Quand je divise ici par racine de Q de U, racine de Q de V, je me débrouille à prendre des vecteurs non isotropes. Hein. Sinon, ça voudrait rien dire. Et là, en tout cas, mes deux vecteurs sont toujours proportionnels par rapport au noyau. Et donc le Cauchy-Schwarz, ici, il est égal à 1. Alors, on voit bien qu'il ne va pas y avoir d'autres possibilités. Hein. Je vais quand même le montrer. Alors, regardez, la signature, imaginons que ce soit ST. Alors, d'après Sylvester, on peut toujours décomposer P en une partie, un sous-espace sur lequel Q est défini positif, plus un sous-espace sur lequel Q est négatif. D'accord ? Bon, alors maintenant, P, je regarde la dimension, P il est de dimension 2, P ici, ça c'est, par définition, c'est S, et ici, forcément, c'est inférieur à 1, puisque déjà dans Q, dans l'espace R4, c'est inférieur à 1. Donc, d'après Sylvester. Donc ici, vous avez 2 qui est inférieur à S plus 1, donc S est toujours supérieur à 1. Voilà. Donc, ça fait que on n'aura pas les cas comme 0, 1, 0, 0, ou des choses comme ça qu'on aurait pu imaginer, hein, qui pourtant vérifient une inégalité raisonnable hein, vis-à-vis de la signature. Donc, on n'a pas ça. Voilà donc les possibilités. Alors maintenant, on va comparer ces possibilités avec ce qu'on voit là. Ici, le plan ne possède pas de droite isotrope, ce qui veut dire, quand on traduit ça en termes de R3 ici, c'est cette droite, parce qu'elle ne coupe pas l'ensemble des points, ici, isotropes, hein, de la sphère. Donc, finalement, ça correspond à ça. D'accord ? Ça, 1, 1, il y a deux droites isotropes, ça va correspondre, évidemment, à ces deux points-là. D'accord ? Et 1, 0, le point double ici. Donc on voit bien. Maintenant, il faut faire le lien avec ça. Là ici, vous voyez bien que vous avez un ensemble de cercles, le faisceau. Hein, mais à partir du moment où dans CU et CU', vous avez déjà deux points, les points d'intersection M et M', qui vérifient l'équation. Donc ici, si on pose M, le point d'intersection, ici on va bien avoir 0, et ici on va bien avoir 0, puisqu'il est dans l'intersection. Donc ça veut dire que le point, il appartient à tout le faisceau. Mais il y a un deuxième point. Et à partir du moment où un cercle possède deux points, c'est ni un cercle point, ni un cercle imaginaire. C'est un vrai cercle, donc par élimination. Ce qui fait que on a ici que des vrais cercles. Donc ça ne peut être que cette possibilité-là, où on est sûr qu'on a toujours des vrais cercles. Ça s'appelle un faisceau à point base. Ensuite, ici, ça va correspondre, vous allez avoir un faisceau à point limite. C'est-à-dire que à un moment, quand on va construire le faisceau, on va avoir parmi ces équations des équations qui donnent l'ensemble vide comme ensemble de solutions, qu'on voit avec le pointillé ici. Et ici, on va avoir deux points qu'on appelle les points limites.
du faisceau. Et puis là, c'est un faisceau de cercle tangent. Ici, vous allez avoir le faisceau de cercle tangent, et le point qui est ici, c'est le point de tangence qui correspond au point de tangence ici. Voilà. Alors, maintenant, on peut rajouter quelque chose de plus. On a vu que la forme phi, d'accord, quand elle s'annulait, phi de UV, ça voulait dire que les cercles étaient orthogonaux, se coupaient comme ça, orthogonalement. Hein, d'accord. Voilà. Eh bien, maintenant, prenons un plan de signature de 0. Donc, la forme quadratique est non dégénérée sur le plan, donc quand on va prendre l'orthogonale, on va avoir un supplémentaire, mais d'après Sylvester, le supplémentaire qu'on a choisi, cet orthogonal qu'on a choisi, eh ben, il est forcément de signature 1,1. Parce que s'il était de signature 2,0, ben, ça voudrait dire que Q est défini positive. Donc, inversement, si on a quelque chose de signature 1,1, son orthogonal va être de signature 2,0. Ça veut dire que, quand on va prendre un faisceau de cercle à point base, comme celui-ci, il va exister un faisceau de cercle à point limite, orthogonal, à ceci, et unique, évidemment. Et inversement, un faisceau à point limite va avoir pour orthogonal un faisceau à point base, ce qui peut se regarder très joliment. L'orthogonal d'un faisceau tangent, ce sera un autre faisceau tangent au même point, hein, d'ailleurs, puisque il est évident que si on prend l'orthogonal, hein, c'est ce qu'on a dit ici, l'orthogonal d'un plan comme ça, bah, contient forcément le vecteur isotrope, puisque le vecteur isotrope, il est orthogonal à lui-même. Ça va être une droite qui va être orthogonale à celle-ci, mais dans le plan tangent à ce point. Hein, voilà. Voilà. On voit que Sylvester joue un rôle important et que c'était intéressant de ramener toutes ces histoires de cercles, bon, dans ce monde-là où on a Sylvester, et on va voir que le théorème de Witt a sa carte à jouer. Et maintenant, peut-être que le défaut, ici, ça va être de dire la chose suivante, c'est que si on prend U, ici, donc ça c'est un cercle, j'aimerais voir les points du cercle. Quelle est la relation? Oh, les points de C, ils sont là, d'accord? Sauf, là ici, c'est le point à l'infini. Donc cette sphère représente pour nous, hein, il y a une bijection, on va même dire un homomorphisme, entre le cercle complété et cette sphère. Bon, et maintenant, un cercle, c'est un ensemble de points. Est-ce qu'on peut voir les points de ce cercle géométriquement, là, dans R3 avec notre construction? Voilà, parce que là, c'est vrai, on est un peu frustré. Hein. On avait l'habitude qu'un cercle, c'était des points. Eh ben, on va voir que c'est possible. Voilà, alors ce qu'on a dit, c'est que on avait transporté l'étude des cercles à une étude de droite dans un espace quadratique. Ça nous permet d'avoir un groupe naturel qui agit dessus et donc permet de transformer nos problèmes de façon agréable, comme par exemple un faisceau de cercles en un faisceau de cercles concentriques, voire même un faisceau de droite. Hein, voilà, autour d'un point. Tout ça est bien sympathique, mais on perd quand même quelque chose. C'est-à-dire que maintenant qu'on a projeté ça sur R3, on voit un cercle donc maintenant comme un point, mais on aimerait retrouver, à partir d'un point donné, un point qui est à l'extérieur de la sphère, on aimerait retrouver vraiment les points du cercle, les vrais points qui sont dans le cercle, et arriver à trouver un moyen de le voir sur la figure. Bon, donc voilà ce qu'on va faire, ça va être ça notre but les prochaines minutes. Regardons ce que c'est qu'un point x0, y0 dans R2, qui est assimilé, qu'on assimilera facilement à C. Ici, on a x moins x0 carré plus y moins y0 carré égale 0. C'est une façon de voir ce point
comme un cercle point. Un cercle de centre, ce point est le rayon de 0, donc concentré sur le point. Et là déjà, lui on le voit, il est sur la sphère. On avait dit que la sphère c'était l'ensemble des cercles points. Alors quand on développe ça, on va avoir x2 plus y2, moins 2x0x, etc. Et ça veut dire qu'on peut le représenter comme, on peut représenter ce cercle point comme la droite engendrée par 1 moins x0 moins y0, x0 carré plus y0 carré, c'est ce qu'on obtient quand on développe, mais je regarde la droite engendrée, c'est plus logique. À quelles conditions le point x0, y0, maintenant, vu comme un point de R2, et appartient au cercle symbolisé par U. Eh bien, écrivons U égale A, B, C, D, et il est évident qu'il appartient si et seulement si le point vérifie l'équation. C'est-à-dire AX0 carré plus AY0 carré plus 2, on avait mis un 2, BX0 plus 2CY0 plus D égale 0. Ça, c'est évident. Mais ce qui est intéressant, regardez, ceci, c'est moins 2 fois la forme polaire de notre forme quadratique. Notre forme quadratique, c'était B2 plus C2 moins AD. Et donc la forme polaire, c'est BB' plus CC' moins 1 demi de A'D plus AD'. Et donc ici, c'est simplement ceci, on reconnaît moins 2 fois phi de A, B, C, D avec 1 moins x0, moins y0, x0 carré plus y0 carré. Voilà, ça, c'est moins 2 fois ça. Vous vérifiez. Et ça veut dire donc que phi de ça égale 0. Et donc, ils sont orthogonaux, ces deux points. Donc, lui et lui qui représente lui sont orthogonaux pour la forme quadratique. Voilà. Bon, alors ça, c'est intéressant. Et maintenant, donc vous allez vérifier à loisir une suite d'équivalence qui va nous amener à la construction à partir de U de l'ensemble des points du cercle U, mais vu comme des cercles points sur la sphère. Donc, je regarde x0, y0, ça appartient à CU. Lui, je vais l'appeler U0, comme point. Si et seulement si, comme cercle point, si et seulement si U est orthogonal pour phi à U0. Donc, c'est ce qu'on vient de voir ici. Donc, si et seulement si, le plan engendré par les deux droites U et U0 de R4 forme un plan de signature 1,0. On avait vu qu'il y avait trois possibilités, soit 2 0, mais là, c'est pas possible, parce que U0 il est isotrope, soit 1,1, c'est pas possible non plus. Il faut bien voir que U0 est isotrope et orthogonal à U. Voilà. Bon, alors bien sûr, U0 forme une base, puisque ils peuvent pas être collinaires, parce que si c'était collinaire, Q de U serait égal à 0, or on a pris U strictement à l'extérieur de la sphère. Bon, donc bref, on a un noyau. La restriction de la forme quadratique au plan possède un noyau qui est engendré par U0, et donc P, par élimination, est de signature 1, 0 pour la forme quadratique de R4 qu'on a fixée. Et donc, maintenant, à partir du moment où on a ça, ça veut dire que U0, en tant que droite telle qu'on la voit ici dans R3, U0, c'est tangent à la sphère. Voilà. L'ensemble des droites tangentes en U0 à la sphère, ça forme le plan tangent. Donc, il faut que U appartienne au plan tangent à la sphère en U0. Voilà. Donc, à partir de U0, j'arrive à voir, à partir du point U0, que je vois sur la sphère, j'arrive à voir tous les cercles qui contiennent ce point. Et l'ensemble de ces cercles, je le vois comment ? C'est le plan tangent. En U0 à la sphère.
Maintenant, réciproquement, si je pars de U, on va chercher l'ensemble des points qui sont orthogonaux à U et sur la sphère. C'est eux, d'accord, d'après cette série de si seulement si, c'est eux qui vont nous intéresser, qui vont représenter les points du cercle U. Eh bien oui, regardons U orthogonal à U0, donc on veut que U0 soit orthogonal à U, donc U c'est une droite, donc son orthogonal c'est un sous-espace de dimension 3, donc un hyperplan. Mais vu là ici dans R3, eh ben, ça va être un plan, hein, ça va devenir un plan. Donc ça va être, mais maintenant U0 il est sur la sphère, puisqu'on a pris des cercles points, et donc ça va être l'intersection d'un plan avec la sphère. En gros, vous voyez bien que quand vous êtes dans le plan, vous prenez un point ici et un cercle, bah, vous avez forcément deux points de tangence ici qui partent de ce point-là. D'accord ? Mais quand on est dans l'espace et qu'on a un point à l'extérieur d'une sphère, eh ben, on va avoir un cône de points qui partent des tangentes. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce cône, hein, d'accord ? Vous pouvez imaginer que U c'est le Soleil et que la sphère c'est la Terre, et donc que le cercle des points passant par U, eh ben c'est la zone qui délimite l'ombre et la lumière. Voilà. Comme ça nous fait une jolie image pour notre imaginaire, plus jolie que mes dessins. Voilà. On reprend, donc voici notre point U, qui est en fait un cercle. Les points du cercle, on peut les voir sur une sphère, mais maintenant, on voudrait les voir sur un plan. Donc, maintenant qu'ils sont sur une sphère, c'est l'intersection d'un plan avec une sphère, bah, ça va être facile de le voir sur un plan. Ça va être tout simplement, on va faire une projection, ce qu'on appelle une projection stéréographique, et a priori, le point à partir duquel on va projeter sur le plan z égale 0 ici, pour voir notre vrai cercle dans le plan, retrouver notre cercle dans le plan, eh ben, le point tout trouvé, c'était celui qui était l'infini, hein, d'accord, puisque c'est celui qu'on a l'habitude de ne pas voir quand on est sur le plan. Alors, ici, on va prendre I, donc égal à 0, 0, moins 1, hein, faut voir ce plan Z égale 0 qui coupe la sphère en deux, hein, d'accord, avec une trace bleue ici, si vous la voyez. Et maintenant, on va avoir, là, c'est l'intersection du cône tangent avec la sphère. Donc ça, c'est le cercle des points de U. Et là, ça va être la projection stéréographique, en rouge, sur le plan Z égale 0, hein, qui coupe la sphère. Et là, on retrouve notre vrai cercle. Normalement, on va voir qu'on le retrouve presque. Regardons les coordonnées de la projection stéréographique. C'est-à-dire qu'on prend un point U0 égale x0, y0. On va le regarder comme un point sur la sphère. D'accord ? Maintenant, en tant que cercle-point, on va projeter de façon stéréographique, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va prendre la droite IM0 et jusqu'à ce qu'elle rencontre Z égale 0, et on va obtenir un point M'0 sur le plan Z égale 0. Alors, les formules sont pas trop difficiles. Si je prends M égale X, Y, Z, on a bien sûr X2 plus Y2 plus Z2 égale 1, puisqu'on est sur la sphère. Je vous rappelle que quand on a une équation de cercle normalisée ici avec un 1, là, on a obtenu grand X, le point X, Y, Z obtenu, était donné par X, grand X égale 2B, Y égale 2C, et Z égale, ici, 1 moins D. En fait, A moins D, avec A plus D, je vous rappelle que c'était grand T égale 1. Voilà.
Alors, tout ça, ça va nous faire quoi? U0, lui, il correspond à l'équation 1 moins x0 moins y0, x0 carré plus y0 carré, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est facile à voir. Et donc, M0, ici, quand on va prendre ça et qu'on va le transformer en un point de R3, eh ben, on va obtenir x, y, z à une constante multiplicative près égale à 2. Alors, parce que ici, j'aurais pu multiplier par A, hein, d'accord, bien sûr. Bon, donc ici, j'aurais pu mettre un A, là. Alors, tac, j'enlève ça. Regardez. Là, normalement, les formules me donnent x égale moins 2x0, y égale moins 2y0, z égale 1, moins x0 carré moins y0 carré. Mais maintenant, il faut que je multiplie par une constante, A, parce que je suis en train de regarder la droite. Ce point M0 correspond à la droite. Hein, donc, j'ai toute une latitude en multipliant par A réel. D'accord ? Et maintenant, j'ai besoin de cette latitude-là pour imposer que x2 plus y2 plus z2 égale 1. Et là, on vérifie que cela nous donne petit a égale 1 sur 1 plus x0 carré plus y0 carré, afin de normaliser ce point et qu'il se retrouve sur la sphère. Voilà. Donc, maintenant, le point, voilà ses coordonnées, ici, avec petit a égale ceci. Pour pas encombrer, je n'ai pas écrit la formule totale, mais vous l'imaginez parfaitement. Donc, on a ici ce point-là, peut-être qu'on peut l'appeler ça, comme ceci, d'accord? Et là, voilà. Maintenant, j'ai lambda vecteur im0 est égal à vecteur im'0, bien sûr. Et ce que je sais, c'est que la cote de m'0 est nulle, puisque z, il est dans le plan z égale 0. Donc, je vais regarder juste la cote à ce niveau-là. Donc ici, je vais avoir lambda fois z0 plus 1, parce que i a une cote pour moins 1, donc ça fait z0 plus 1, égale, m0, sa cote c'est nul, et plus 1 ici. Donc ça nous fait lambda égale z0 plus 1, mais inversé, donc le voici, et z0 plus 1, ici inversé, c'est facile de faire le calcul, ça fait 1 plus x0 carré plus y0 carré sur 2. Donc maintenant, quand on va remplacer, donc ça c'est lambda, d'accord? Ça c'est notre lambda. Et quand on va donc calculer m'0, ses coordonnées, eh ben on va avoir que lambda, on va multiplier lambda par ces coordonnées-là, parce que i, ici, a des coordonnées nulles en x et y, et on voit qu'il va y avoir simplification. En fait, c'est simplement ce truc-là, 1 sur 2a. Et donc, ça tombe bien. Par contre, les moins ne se simplifient pas. Bon, ce qui veut dire que m'0 égale moins x0, moins y0, 0. Alors ça, c'est quand même pas mal. On a le moins, mais quand même, c'est excellent. Parce que ça veut dire qu'on retrouve vraiment le cercle, ici, qui composait les éléments du cercle U. On le retrouve ici, sauf qu'on le retrouve à une symétrie centrale de centre O près. D'accord ? Une homothétie de rapport moins. Alors, on sait que au niveau des transformations, quand on va transformer la sphère, ici, et qu'on passe par la projection stéréographique de la sphère, eh bien, on va obtenir ici des homographies. Hein ? Si on tourne ici la sphère, ce qui va se passer, c'est qu'on va agir via la projection stéréographique par des homographies. C'est ça qu'on va voir. D'abord, on se rend bien compte qu'on sera plus à l'aise en complexe sur C que sur R2. C'est là maintenant qu'on va faire ce passage.
C'est-à-dire que l'équation ax2 plus ay2 plus etc., etc., l'équation de notre cercle qui correspond à u égale abcd, alors attention, là pour l'instant u c'est juste, non, il est vu dans R4, non pas comme une droite, hein. Et maintenant on va passer en complexe, c'est-à-dire on va écrire z égale x plus y. Là ça va nous arranger de passer en complexe. Avant, on était en réel parce que ça nous intéressait d'être sur R4 muni d'une forme quadratique avec une certaine signature. Mais là, on va passer en complexe et ça s'écrit, vous pouvez le vérifier, AZZ bar, bon, évidemment. Et là, il va y avoir une élimination qui va faire que on a B moins IC Z plus B plus IC Z bar, avec Z, hein, je vous rappelle, égale à X plus Y, plus D égale Z. Voilà. Mais, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si j'écris grand Z, le vecteur colonne Z petit z, Z', appartenant à C2, cette fois-ci, Z c'est ce Z-là, Z' il n'existe pas encore, et ça va s'écrire, cette expression-là, vous vérifiez que si vous multipliez ici par Z' bar, et ici par Z', et ici par Z', Z' bar, et ben c'est exactement l'expression hein, de Z bar, grand Z bar, hein, la matrice A, B moins IC, B plus IC, D, Z bar. Voilà. Hein, vous vérifiez ça. C'est un petit peu comme les formes quadratiques, mais ce sont des formes hermitiennes. Et là, c'est vraiment hermitien. Hein, vous voyez, c'est construit pour être hermitien. C'est-à-dire, vous avez une matrice, petit a, b moins ic, b plus ic, d. Donc elle est hermitienne, elle vérifie h étoile, c'est-à-dire h bar transposé égale h. Et là, de dire que c'est égal à 0, c'est-à-dire, on est en train de regarder le cône isotrope de notre forme hermitienne associée dans la base canonique de C2 à la matrice hermitienne que j'appelle H indice U. Hein, voilà. Alors attention, A, B, C, D sont des réels, mais là, on est passé à une matrice hermitienne hein, complexe. Mais, je vous rappelle que Z' égale 1, donc je suis en train de couper hein, par le plan complexe Z' égale 1. Voilà. Alors, remarquez que non seulement, ce qui est intéressant, je vais appeler HU cette matrice hermitienne, donc elle est bien hermitienne, que le cercle, c'est rien d'autre, hein, le cercle dont on était parti pour construire ce vecteur U, et ben c'est le cercle, c'est l'intersection du cône isotrope de la forme hermitienne associée avec Z' égale 1, donc la deuxième coordonnée est égale à 1, mais mieux que ça, et ça c'est le petit plus, le petit miracle, c'est que quand on va calculer le déterminant, ça fait AD moins B2 moins C2, c'est-à-dire que moins le déterminant, c'est exactement la forme Q de U, d'accord, qui était égale à B2 plus C2 moins AD. Voilà. Donc on va partir sur ce constat-là, et on va voir que PSL2, maintenant, va pouvoir rentrer en scène. Ce que l'on a fait, c'est que on est parti donc d'un point U de R4 qui correspond à une équation de cercle, et à ce point U, on lui associe la matrice hermitienne HU à B plus IC, B moins IC, D. Et en fait, toute matrice hermitienne, ça c'est le R espace des matrices hermitiennes, c'est un R espace, hein, pas un C espace, c'est exactement l'ensemble des HU quand U décrit R4. Et cerise sur le gâteau, la forme quadratique qu'on avait mis sur R4, hein, pour que les cercles puissent être transformés en des vrais cercles et les faux cercles en des faux, les points en des points, etc., eh bien, ça se réalise agréablement comme au signe près, encore une fois, problème de signe, le déterminant. On va regarder cette correspondance parce que sur U, agir sur U et agir sur HU, c'est exactement la même chose. Et là, il y a une action sur H qui est naturelle,
c'est l'action de SL2 de C par congruence hermitienne. Bon, alors en fait, je devrais écrire PH P étoile, ça c'est l'action par congruence, hein, mais je tords par moins 1, donc par étoile moins 1, qui est un automorphisme. Hein. Donc je mets P étoile moins 1, H P moins 1, on verra après pourquoi. Mais en tout cas, c'est facile de voir que si H est hermitienne, alors ça c'est hermitien, hein, d'accord? Donc c'est étoile invariant, si vous voulez. Bien, et je prends SL2 de C. Voilà. Donc ça veut dire que si j'ai une matrice HU, alors là je vais avoir, puisque toutes les matrices hermitiennes s'écrivent HU, ben je vais avoir un HU' ici, et tel que Q de U égale Q de U'. C'est-à-dire que ça va envoyer des vrais cercles sur des vrais cercles, ça va respecter Q, et ça va agir exactement sur R4 comme agit le groupe O3,1. Regardons de plus près la transformation du cercle donné par U en le cercle donné par U'. Le cercle étant ici, hein, et après vous mettez des primes. Alors soit CU, ben, on a vu que CU c'était CHU. Alors ce que j'appelle CHU, c'est le cône isotrope de la forme hermitienne donnée par HU. Inter Z' égale 1. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On l'a vu, voilà, on l'a démontré. Je vais poser Z égale ZZ', et donc je vais dire que CU', ben, puisque U' correspond à P.HU, ben, c'est forcément donc Z bar P.HU, je mets des U, Z égale 0. C'est le cône isotrope, ici, mais intersecté avec les ordonnées égales 1. D'accord? Il faut que les ordonnées de ce vecteur de C2 soient égales à 1. Donc je pourrais l'appeler ici le plan Z' égale 1, plutôt, hein, le plan complexe Z' égale 1. Bien, donc maintenant je vais écrire P.H égale ceci. Ça me fait facilement P-1 Z étoile HU P-1 Z égale Z, après cette formule, et ça, je veux que ce soit égal 0, pareil, j'intersecte avec mon plan affine, hein, et ici, je vais avoir P CHU, d'accord, parce que ça veut dire que P-1 Z est dans le cône isotrope de HU, donc ça veut dire que mon Z est dans P CHU. Maintenant, j'ai compris pourquoi j'ai tordu par moins 1 pour pouvoir retomber sur mes pattes. C'est l'image directe du cône CHU, du cône isotrope de HU, par P. D'accord ? Toujours intersecté avec mon plan Z' égale 1. D'accord ? Voilà. Donc maintenant, voilà, ça veut dire que l'action ici va correspondre sur les cercles correspondant à U à tout simplement une action, donc ça va bien agir sur les cercles, et ça correspond à une action directe. Voilà. Bon, je l'ai mis un peu tordu pour pouvoir me retrouver dans le droit chemin à la fin. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi cette action? C'est une action avec une intersection. C'est-à-dire que on regarde un cône, on fait agir par action directe SL2 de C sur un cône, mais ensuite on intersecte avec Z'. Donc ici, l'action directe, ben, c'est celle-ci. Évidemment, ça c'est notre matrice P, hein, ici, qu'on applique à Z. D'accord ? Mais au départ, si Z, on veut l'assimiler à des points du cercle U, eh ben, il faut prendre Z', il faut couper avec Z' égale 1. Donc ça veut dire, en gros, qu'il faut, d'accord, étant donné qu'on prend des cônes, il faut remplacer Z' par Z sur Z', 1. Comme ça, c'est bien homogène. Et donc, maintenant, il faut recouper à la fin par le plan, ici, il faut que ce soit égal à 1, et ça se coupe en multipliant par l'inverse, évidemment, de ceci, en faisant attention que ce soit pas nul.
Bon, alors là, il y a peut-être un petit problème de procédure à avoir, mais bref, on va donc avoir alpha z plus gamma z prime divisé par bêta z plus delta z prime, et on divise par z prime des deux côtés, et en fait, on a fait cette action de remplacer z par z sur z prime pour avoir un ici, et on obtient l'action, ce qu'on appelle l'action par homographie, hein, que un certain nombre de gens connaissent, alpha plus gamma sur bêta z plus delta. Donc, résultat des courses, quand SL2 agit sur H par congruence hermiticienne, d'accord, bon, un peu tordu par -1, et étoile, mais bon, ça reste la congruence hermitienne, et bien alors, d'une part, comme on a pris SL2 et non pas GL2, eh bien, le déterminant reste le même. Hein, vous voyez que si on avait pris GL2, ça ne marchait pas. Ici, on a le déterminant qui reste le même. Et au niveau des cercles, c'est-à-dire des points XY correspondant à U, eh bien, on a une action de SL2 par homographie. Bon, maintenant, on va finaliser, c'est-à-dire que on va regarder toute cette correspondance entre ces deux géométries, celle du plan complexe et des cercles sur plan complexe et celle des droites sur l'espace réel de signature 3.1. Je vais aller assez rapidement parce qu'on arrive vers la fin et de toute façon, les choses sont écrites dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, chapitre 11. Donc voilà, SL2 de C, on a vu qu'il agissait par congruence hermitienne sur l'espace réel des matrices hermitiennes de 2. Et bon, on va mettre PH, l'action, P est dans SL2 de C, on va remettre PHP étoile, de toute façon, ça revient au même, on avait tordu par un automorphisme, mais c'était juste pour voir que c'était en lien avec les cercles de façon plus simple. Alors maintenant, l'action ici est linéaire, et donc ça veut dire que, alors SL2 qui agit par congruence hermitienne sur H, ça veut dire que SL2 s'envoie par un morphisme dans les permutations de H. Mais l'action est linéaire. Hein, d'accord, vous voyez que l'action est linéaire, ça veut dire que SL2 s'envoie a priori dans GL de H. Voilà. Mais SL2 prête allégeance à la forme quadratique. La forme quadratique Q, c'est moins det de le moins déterminant. Puisque moins déterminant, on sait que si ça, c'est la forme générale d'une matrice hermitienne, eh bien ça va être B2 plus C2 moins AD. Bon, donc, ça veut dire qu'on a un morphisme de groupe entre SL2 de C et maintenant O de Q, puisque c'est ça, exactement, le groupe des éléments de GL qui respectent la forme quadratique Q. Bon, alors maintenant, comme ici, ce qui m'intéressait, c'était pas d'agir sur l'espace R4, hein, c'est-à-dire H, c'était d'agir sur ces droites, et ben l'action sur les droites de ça faut encore quotienter par le stabilisateur de toutes les droites, c'est-à-dire les homothéties de O de Q, et donc je regarde, ensuite je vais prolonger psi par le morphisme quotient, par les homothéties, et je tombe sur le quotient PO de Q. Alors maintenant je regarde psi et je vais regarder le noyau. Alors le noyau, on peut montrer, bon c'est fait là-dedans, que c'est réduit aux homothéties de SL2. Hein, c'est un petit peu plus tricky que si j'avais mis P-1 ici, parce que la commutation c'est facile, parce qu'on a des choses pour la commutation, comme le respect des sous-espaces propres. Là, c'est un petit peu plus difficile, mais bon, on montre que le noyau, ce sont les homothéties, c'est-à-dire plus ou moins identité. Maintenant, on passe à l'image. Alors, l'image, là, c'est plus difficile. Et là, on utilise des techniques de groupe de Lie. Typique de groupe de Lie, presque les groupes de Lie, on peut imaginer que ça a été au départ inventé pour ça. C'est-à-dire, on voit ces objets
comme des variétés différentielles et on regarde leur espace tangent en l'identité. C'est-à-dire que psi étant différenciable, évidemment, eh ben, on va regarder la différentielle de psi en l'identité, et on trouve facilement ici que c'est l'application linéaire qui a U donne P de U plus U P étoile. Et maintenant, ici, l'espace tangent en l'identité ASL2 de C, ben ça c'est déterminant égal à 1 par définition, donc quand on va prendre la différentielle, ce sera la trace nulle, bon, en l'identité, hein. Et donc la trace nulle, ça veut dire que c'est de dimension 3, hein, puisque c'est un hyperplan d'un espace complexe de dimension 4, de au carré. Mais 3, si je veux regarder ça comme dimension réelle, dimension sur R, il faut que je multiplie par 2. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Maintenant, O de Q, bah Q, c'est une matrice, c'est une forme quadratique non dégénérée de R4, et on montre que son espace tangent est isomorphe comme espace aux matrices antisymétriques. Et donc sa dimension, là cette fois-ci, c'est 4 facteurs de 3, n-1 sur 2, 4 facteurs de 3 sur 2, et on tombe encore une fois sur 6. Ça veut dire que si j'arrive à montrer que la différentielle est injective, j'ai qu'elle est surjective. Ben, en fait, c'est facile. C'est un peu comme le commutant ici, hein. C'est un peu comme ici on avait plus ou moins l'identité. L'injectivité est facile, d'accord? Parce que on va avoir des matrices de traces nulles qui doivent vérifier que quel que soit U hermitienne, alors ceci égale 0, et c'est facile de voir que c'est nul. Donc ici, dψ est injectif, par égalité dimension c'est surjectif, et là, on va utiliser le théorème d'inversion locale, qui va dire que im psi va contenir un ouvert. Voilà, un ouvert autour de l'identité. Mais si im psi contient un ouvert, comme c'est un sous-groupe, ben, on a un principe de translation qui va faire que im de psi sera ouvert aussi. Mais quand on a un sous-groupe ouvert, eh ben, il est fermé. Ça, c'est quelque chose d'incroyable avec les sous-groupes, c'est que tout sous-groupe ouvert est fermé. Pourquoi? Ben parce que quand on a un sous-groupe, quand H est un sous-groupe de G, ben, il va y avoir tous les translatés de H, c'est-à-dire toutes les classes modulo grand H. D'accord? Et par translation, ben, toutes ces classes vont être ouvertes. Donc H va être le complémentaire de la réunion de toutes les classes qui ne sont pas H. Mais la réunion d'ouvert, c'est un ouvert, et comme c'est un complémentaire d'ouvert, c'est un fermé. Donc im de psi est fermé. Ça, c'est assez génial. Donc ouvert et fermé, ça veut dire que il va contenir la composante connexe de l'identité. Mais il est contenu aussi parce que SL2 de C est connexe. Donc psi de SL2 de C est connexe aussi. Donc ça va être exactement psi im de psi, la composante connexe de l'identité. Alors, ça, c'est pas connexe. En fait, ça a 4 composantes connexes. Mais quand on va quotienter ici, on n'a plus que 2 composantes connexes, c'est-à-dire PSO de Q et son complémentaire. Voilà. Donc ici, ben, finalement, qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on a montré? C'est que on a SL2 de C qui va s'envoyer surjectivement sur PSO de Q, puisque ici ça va être l'image de la composante connexe de l'identité, et son noyau, ben, on quotiente par les homothéties, et donc on a PSL2 de C qui est isomorphe à PSO de Q. Maintenant, ça y est, on a un dictionnaire qui va dans les deux sens. Alors, un petit tableau qui va reprendre un petit peu le tableau duquel on était parti, mais avec des précisions, hein, parce que maintenant on a établi un isomorphisme entre les deux groupes. Donc, alors attention, le tableau, ça va être une correspondance. D'accord? Il faut pas confondre cette correspondance avec les transformations. Quand vous avez une géométrie, vous avez un groupe qui agit, et ce groupe va vous permettre de transformer une situation en une situation où votre problème sera
résolubles de façon plus raisonnable. Évidemment, il faut que ce groupe, faut trouver le bon groupe qui laisse invariant les données du problème de départ, évidemment. Sinon, vous perdez les données du problème. Voilà. Mais ici, on est en train de parler de correspondance entre deux groupes qui agissent. Et là, quand il y a une correspondance, parce que là, il va y avoir des transformations, là, il va y avoir d'autres transformations, mais il y a des relations entre les transformations. C'est ça qui mérite un tableau synthétique. Voilà. Après, on en donnera un exemple d'application avec ce qu'on appelle l'alternative de Steiner. Voilà. Bon, qui est fait aussi dans le chapitre 11, à la fin du chapitre 11. Alors, PSL2 de C, il agit sur C, bon, plutôt sur C complété par l'infini, parce que c'est quand même voilà, des fractions rationnelles, par homographie. Et donc, dans la géométrie analagmatique, on va voir ça comme une action de PSL2 de C par homographie sur le cercle. Donc, votre matrice, elle va être de la forme A, B, C, D, ça va être A, C, B, D, et ça va être AZ plus B sur CZ plus D, et ça va agir sur les cercles. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais appeler l'action simple, et là, le correspondant, ça va être des isométries de P, S, O, de Q, qui vont agir sur des droites de R4. Donc en respectant une certaine forme. Maintenant, action double. Est-ce que je peux amener deux cercles sur deux cercles? Alors déjà, il y a une première obstruction. Il faut que les deux cercles, s'ils se coupent, ils se coupent en un angle. Donc on va construire deux droites tangentes au cercle, et ça forme un angle de droite, attention, θ. Et il faut que θ soit respecté, parce que c'est des homographies, donc c'est des applications conformes, voilà, c'est connu, donc ça respecte les angles de droite. Et là, il faut que ça respecte l'arc cosinus de phi. Ce θ correspond à arc cosinus de la valeur absolue de phi de u'. Les cercles sont symbolisés par u' sur racine de q de u'. C'est quelque chose d'homogène, puisqu'on est en train de regarder ça à constante multiplicative près, u'. Voilà. Donc, ici, dans cette géométrie, c'est pas aussi simple de voir que si réciproquement deux cercles se coupent en le même angle, alors on peut envoyer avec une seule homographie le premier couple de cercles sur le second couple de cercles. Alors qu'ici, avec ça, on a des théorèmes, comme le théorème de Witt, qui nous permettent de montrer que c'est un invariant total. Donc on peut effectivement envoyer deux droites sur deux autres droites si elles respectent l'égalité ici. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quand même un côté assez intéressant de travailler de ce côté-là. En revanche, alors, maintenant la cocyclicité. Cocyclique, ça veut dire que le birapport, je prends 4 points, et le birapport est réel. Donc ça, c'est connu. Donc je regarde la partie imaginaire du birapport, donc je fais ça, moins ça, je divise par 2i, d'accord? Donc j'ai la partie imaginaire, donc ça va me donner un réel, donc parce que je cherche des réels ici pour faire la correspondance avec ça. Donc je fais le birapport moins le birapport bar sur 2i, et ça correspond à quoi? Ça correspond à la cocyclicité. C'est nul si et seulement si c'est cocyclique. Alors ça, c'est une fraction rationnelle. Si je la multiplie par quelque chose pour obtenir un polynôme de degré 4, en fait, ça va revenir exactement, on obtient exactement le déterminant ici. Donc, je vous rappelle que les points de C devenaient ici des droites isotropes et engendrées par des points I1 moins XI moins YI
xi carré plus yi carré. Peut-être que i est mal utilisé parce que ici on a i. Voilà. Je remplace par j. Ou xj plus iyj, c'est le zj qui est ici. Bon, alors maintenant, on a vu que la cocyclicité, elle se voyait parce que c'était l'orthogonale, ils étaient les 4 dans l'orthogonale d'un U qui représente l'équation du cercle. Puisqu'on veut qu'il soit cocyclique, il faut un cercle qui les prenne tous, qui est représenté par cette équation, et c'était l'orthogonale de cette équation-là. Donc ça veut dire que ça c'est coplanaire, si seulement si ça c'est coplanaire, et c'est coplanaire, ça veut dire que là, quand on va prendre le déterminant, c'est égal à 0. Donc ici, on a deux choses qui s'annulent. Là, il faudrait multiplier, ou alors ici, diviser par quelque chose, ou plutôt ici, multiplier par un dénominateur, et on obtiendra exactement les mêmes choses. Si vous doutez, faites le calcul, vous allez voir. D'ailleurs, ça donne une jolie condition de cocyclicité, ici, qui est assez connue, où vous pouvez enlever le moins, parce que le moins ici ne sert à rien. Si 4 points sont cocycliques, il est évident que la symétrie de ces 4 points est cocyclique aussi. Voilà. L'engendrement de deux cercles. Quand vous avez deux cercles, qu'est-ce qu'ils engendrent? Ils engendrent un faisceau de cercles, et on a une classification qui est très très visible au niveau des cercles. C'est les points base, points limites et tangents. Donc ça on le voit bien. Dans ce monde-là, c'est gouverné par une forme quadratique de signature 3,1, et on va avoir des plans. Ça va engendrer donc deux droites vectorielles vont engendrer un plan vectoriel, et donc ils ne peuvent être que de signature 2, 0, 1, 1, 1, 0. Voilà. J'ai envie de dire qu'il faut aller un petit peu plus loin, mais ici, il y a quelque chose quand même d'assez agréable. Bon, ici, autant il y a la théorie de Witt, et puis on va voir le théorème de Cartan de Dieudonné, et de ce côté-là, donc PSL2, c'est bien pratique d'avoir SL2 de C, on a la réduction. C, c'est algébriquement clos, la réduction, c'est quand même bien sympa. En plus, c'est des matrices de 2, c'est pas des matrices 4-4, donc la réduction, c'est quand même assez fort, et c'est pas difficile de voir que finalement, au niveau des homographies, une homographie est forcément conjuguée soit à Z donne à Z, donc une similitude, soit Z donne Z plus B, une translation. Et ça se fait très bien avec la réduction, vous voyez. Donc ça, c'est un point fort ici. Chaque fois, on va là où on a un point fort. Voilà. Maintenant, pour continuer, il faut créer une extension des groupes. C'est-à-dire qu'on voit bien que PSOQ, il est plongé dans POQ, parce que c'est lui le groupe quand même naturel qui respecte les droites tout en respectant la forme quadratique Q. Donc on va dans POQ. Mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça va être, on va étendre PSL2 de C par les anti-homographies. C'est-à-dire, on va rajouter Z donne Z bar, l'involution bar. Et là, ça va nous donner un groupe qui est dans lequel PSL2 de C est d'indice 2, évidemment, et c'est le groupe des homographies, anti-homographies. Alors, pourquoi c'est intéressant? De ce point de vue, c'est qu'ici, on va avoir un système de générateurs, ce sont les réflexions. Alors attention, là, on n'est pas dans le cas euclidien, ce sont des réflexions par rapport à des droites non isotropes. Et ça, c'est le théorème de Cartan de Dieudonné qui nous donne un certain nombre de réflexions qui nous permettent d'engendrer les choses. Et ici, on va avoir comme générateur ce qu'on appelle les inversions.
d'accord, qui sont typiquement là-dedans, qui sont pas là-dedans. Hein. Une inversion par rapport à un cercle de rapport K, et ici, quand le cercle est une droite, en fait, on va retrouver une symétrie axiale. Donc ici, on a un système de générateurs, et là, on en a un autre. On voit qu'on a une correspondance entre les deux, sauf que là, il va y avoir des réflexions par rapport à des droites non isotropes, mais négatives, donc imaginaires en quelque sorte. Hein. Mais on peut se ramener aux réflexions par rapport aux droites positives, hein, celles qui correspondent à des vrais cercles. Alors maintenant, les différences symétriques, on va dire, les invariants de 4 points, ici on a le birapport. Ici, il faudrait faire un calcul, mais je ne sais pas trop ce qu'on a. Ce que je sais, c'est, quand on va regarder ici, je sais exprimer la partie imaginaire du birapport. Parce que le birapport est réel, si et seulement si les 4 points sont cocycliques. Alors que, donc ça veut dire qu'ici, c'est quelque chose qui s'annule dès qu'on a de la cocyclicité, donc ça va être ce déterminant-là, à quelque chose près pour que ça homogénéise. Par contre, quand ça, ce que le birapport est imaginaire pur, ce qui me donnerait la partie réelle ici, là, c'est pas clair, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a le birapport, hein, qui est puissant. Et pour ce qui est de la transitivité en général, on a ici un truc très fort, c'est le théorème de Witt, qui nous dit quand est-ce qu'on peut amener un sous-espace vers un autre sous-espace. Donc, le théorème de Witt, il dit en quelque sorte que deux sous-espaces sont prolongeables. On peut trouver un élément de haut Q qui envoie un sous-espace sur un autre sous-espace, si et seulement si ils sont isométriques. Voilà. Alors ça se fait à coup de gonflement hyperbolique, etc. Bon, bah, on le fait aussi dans le livre. C'est très bien fait dans le Perrin, etc. Maintenant, la transitivité ici est moins claire, hein, parce qu'on n'a pas quelque chose d'aussi puissant que le théorème de Witt. Donc on fait des allers-retours, c'est ce qui s'appelle travailler à géométrie variable.